Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reviens pour une autre vidéo dans un autre registre. Bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je suis sur YouTube et je fais de la création de bijoux et j'apprends aussi aux gens à faire des bijoux à travers ma formation de bijouterie. Et j'ai une question dans les commentaires que j'ai gardée pour plus tard, donc je remercie la personne si elle passe par là qui m'a demandé parce que c'est une question très pertinente finalement, c'est quels seraient les conseils, en tout cas, qu'est-ce que ça change de lancer une marque, mais en joaillerie, en fait, en se positionnant joaillerie et non pas, on va dire, artisanat plus basique. Alors, évidemment, je suis obligée de dire de prime abord que, ou plutôt en guise d'introduction, que voilà, je ne suis pas spécialisée dans le marketing ou toutes ces choses-là. Tout ce que je peux donner, c'est juste mon ressenti par rapport à mon approche, ce que j'ai pu voir, ma perception du marché et mon analyse en fait globale du marché à mon niveau, en se basant, vous le verrez, j'en parlerai plus tard, sur mon expérience aussi dans la vente, notamment de mode prêt-à-porter et dans différentes structures, mais j'y viendrai après. Et je tiens aussi à dire d'ores et déjà, pour éviter qu'il y ait du clivage ou que ça soit peut-être que mon propos soit un petit peu mal compris ou mal reçu, je dénigre absolument pas les bijoux et les artisans, les bijoutiers artisanaux et celles et ceux qui sont pas du tout dans le haut de gamme. Il n'y a pas un jugement de valeur là-dedans. C'est juste deux positionnements différents et deux approches différentes, mais ça reste toujours dans le domaine de la création. Et moi, je soutiens toute forme de création, et notamment au niveau de la bijouterie. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts, pour tous les porte-monnaies et pour tous les styles. Donc, ça étant dit, je peux maintenant un peu plus vous parler de mon expérience et à partir de là, vous donner un peu mon ressenti sur la question de se positionner en joaillerie et comment on pourrait faire si on devait lancer, on va dire, une, une ligne un peu haut de gamme. Donc par rapport à mon parcours en plus de la bijouterie où moi j'ai appris principalement en autodidacte et après j'ai fait des stages de perfectionnement, j'ai à côté pendant quelques temps fait eu des jobs en plus pour pouvoir justement déjà au départ complémenter mon revenu d'activité, puis ne pas me mettre un stress trop important au niveau des revenus parce que tout le monde le sait, enfin tout le monde, les gens qui sont en entreprise, qui sont salariés ne connaissent pas ça, mais les gens qui ont leurs entreprises, qui sont entrepreneurs ou qui lancent des projets savent que ça peut être assez stressant de devoir se dire qu'on va devoir vivre pleinement de son activité, surtout quand on débute. Donc la plupart des gens généralement commencent avec le salariat, font leur formation, leur conversion professionnelle ou leur lancement de marque à leur niveau, et après si ça roule bien tu peux arrêter ton activité on va dire alimentaire de jour et te focaliser sur ce que tu as envie de faire dans ta création d'entreprise. En tout cas c'est comme ça que je percevais la chose. Donc moi j'ai eu la chance, finalement ça m'a beaucoup servi de travailler dans la vente. J'ai principalement été dans le prêt-à-porter et la mode, et aussi dans les pierres précieuses, alors pas diamantaires et tout ça, mais dans la revente de pierres décoratives ou voilà, avec des approches, les vertus des pierres pour celles et ceux qui y croient en ça. Donc j'étais dans une boutique un peu avec un mix de pierres et d'ésotérisme, enfin des choses plus ancrées comme des encens, des choses comme ça, plus axées pour ce public-là. Et du coup, j'ai pu expérimenter, travailler directement avec le patron et aider en fait en étant en plus, un élément en plus. J'ai travaillé dans des grosses structures qui sont très très connues. Je vais pas trop dire les noms ici parce que j'ai pas forcément envie de leur faire de la pub déjà et puis je préfère quand même garder un peu ça pour moi, mais pour vous dire en gros j'ai fait du prêt-à-porter qui était très abordable. Les pierres et les cristaux et les minéraux, c'était un monde un peu à part, mais où j'ai beaucoup appris aussi sur les pierres, donc ça c'était chouette. Et puis j'ai aussi bossé pour des grandes enseignes assez connues qui vraiment sont des gros poissons dans le domaine de la mode et du marché de la mode. Pour vous donner une idée, les plus grosses entreprises qui étaient pour moi, je dirais en luxe, haut de gamme, début haut de gamme, mais pas forcément couture, atelier couture,
Ils avaient des revenus, des chiffres d'affaires qui dépassaient les centaines de millions d'euros par an, donc c'était quand même des gros trucs. Et j'ai pu avoir du coup des vêtements ou des accessoires et de la maroquinerie qu'on vendait entre 200 et je sais pas 1000, 2000 euros. C'était les plus grosses fourchettes de prix. Donc j'ai pu évoluer là-dedans et voir un petit peu comment ça se passait et comment se positionnent les marques un peu plus, on va dire, luxe. C'est pour ça que je donne mon expérience. Alors c'était pas dans la bijouterie, il y avait une branche bijoux plutôt fantasy pour le coup, mais ça m'a permis de comprendre un peu les rouages de la mécanique et donc je vais partager aujourd'hui ce que moi j'ai appris sur le sujet. Donc déjà, faut savoir que la différence qui est évidente mais qui est bien de rappeler, c'est que quand on va viser du haut de joaillerie ou haut de gamme, on va pas s'adresser aux mêmes personnes, c'est évident. Le pouvoir d'achat des gens qui vont peut-être se diriger vers du haut de joaillerie ne sera pas le même pouvoir d'achat que les gens qui vont aller plutôt vers du bijou fantasy ou des bijoux en métaux non précieux. Il y a d'ailleurs une personne qui regarde la chaîne qui m'avait commenté sous une ancienne vidéo justement sur le monde de la bijouterie, qu'elle travaillait principalement avec du bronze, donc qui est considéré comme un métal non précieux, mais qui arrivait à très bien faire évoluer son activité et augmenter ses revenus. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, donc il faut savoir que plus les prix sont abordables, plus le nombre de personnes que tu vas pouvoir toucher est grand, là c'est de la logique, donc plus tu vises du haut de gamme, plus tu vas viser une certaine clientèle, et cette clientèle va avoir certaines attentes. Donc hormis les gens qui n'ont pas forcément un super budget, un super portefeuille pour commencer, mais qui vont venir te voir pour, je sais pas, faire une bague de fiançailles ou de mariage, et faire un bijou de famille, une chevalière, faire peut-être des bijoux sur mesure en lien avec des fêtes religieuses ou des choses en lien avec leur histoire personnelle, t'en auras. Mais je pense pas que tu vas pouvoir, à part si tu te spécialises dans par exemple les bagues de mariage ou de fiançailles ou vraiment quelque chose de très niche, il va falloir un petit peu arriver à diversifier et à se dire que les gens qui viendront une fois dans leur vie chez toi pour acheter une bague de fiançailles ou de mariage, c'est pas eux qui vont faire ton bise en fait, c'est pas eux qui vont pouvoir te permettre de faire du chiffre parce qu'ils viendront vraiment peut-être une fois dans leur life chez toi pour faire le bijou pour un événement important. Donc il va falloir penser aussi à est-ce que on se spécialise et on devient niche direct ou est-ce que on va en fait trouver peut-être un style, un design, une patte un peu à la Apple où c'est tellement ciblé et spécifique que en fait il y a peu de choix, mais c'est des modèles vraiment très différents et en fait on va venir chez toi pour la rareté, pour l'originalité du produit, pour finalement ton savoir-faire, parce que ce qu'on achète dans le haut de gamme, faut se rappeler, en tout cas en bijouterie, ça va être le coût des métaux précieux, des pierres et des diamants et la manufacture plus le style et la créativité, finalement l'originalité du produit qui après peut devenir un effet de mode qui va amener du monde. Mais dans tous les cas, si tu veux pouvoir viser le plus de monde possible, il faut savoir qu'il doit y avoir cette notion de désirabilité dans le produit. Il faut que ça donne envie. Comment font toutes les grandes marques, c'est-à-dire un max sur la promo, sur la pub, sur des jolies photos bien léchées, sur des produits travaillés. Et en fait, il faut savoir que plus tu montes dans le luxe, moins tu as le droit à l'erreur au niveau de la présentation. On est beaucoup plus dans l'enrobage, dans le packaging, dans l'histoire, dans le marketing aussi, pour pouvoir vendre quelque chose à un certain prix. C'est pour ça qu'il y a des choses que déjà il faut prendre en compte dès le départ, c'est que en se positionnant haut de gamme, le packaging ne peut pas être un truc basique qui fasse pas luxe, donc il va falloir quand même mettre le paquet là-dessus. Tu ne peux pas te présenter... alors ça c'est que mon avis et mon expérience. Tu verras que ça va peut-être être un peu dur ce que je vais dire, mais tu verras que plus tu montes dans le luxe, tu peux en faire... regarde par toi-même. Si tu vas dans des boutiques X extrêmement luxe ou vraiment de grandes marques de couturiers renommés, dans tout le process de la chaîne, surtout au niveau de la vente pure et dure avec les vendeurs, généralement, tu ne verras pas de gens qui sont physiquement mal apprêtés, pas soignés et moches. On peut le dire, c'est vraiment discriminant, mais ça fait partie des choses que tout le monde sait mais que personne ne dit, c'est que plus tu montes dans le luxe, moins tu auras de gens moches.
C'est comme ça, c'est-à-dire que les personnes qui portent les bijoux sont des mannequins qui par essence ne sont pas censés être vilaines ou vilains, il faut quand même que ça soit beau à regarder, que ça soit joli. Les vendeurs doivent représenter la marque, donc doivent avoir une certaine éthique, suivre les étiquettes de la maison et être propres sur eux, avec parfois des critères assez stricts au niveau des cheveux, des habits, des ongles, de l'apparence générale et de l'uniforme qui est en fait ce qu'on prête aux employés pour pouvoir incarner leur rôle de vendeur. Et du coup, tu vas voir aussi qu'au niveau des photos, c'est plus travaillé. Les pubs ou les promos sur les réseaux sociaux sont léchés, c'est propre, c'est clean. Et même quand ça se veut un petit peu brouillon, c'est quand même brouillon, mais dans un univers et dans un environnement, on va dire, clean. C'est-à-dire que même si c'est un peu rock'n'roll, ça sera pas rock'n'roll dégueulasse, tu vois, ça sera rock'n'roll chic, ça sera propre. Et c'est pour ça que il y a de la place pour tout le monde, mais je pense qu'en tout cas dans la sphère francophone, on est beaucoup plus dans de la joaillerie, c'est généralement plus traditionnel. Il y a très peu de joailliers indépendants qui sont très rock'n'roll, on va pas se mentir. À part des noms établis, comme par exemple celle que j'adore, moi c'est Lydia Courteil, j'adore cette créatrice parce qu'elle fait des trucs de fou. Et il faut savoir aussi que qui dit haut budget dit aussi une certaine attente au niveau de la qualité, mais aussi au niveau du service. C'est pour ça que j'ai envie de te dire que si tu pars en haut de gamme, pour moi, ça serait inconcevable de faire du vraiment haute joaillerie sans avoir au moins 1 ou 2 points de vente dans un showroom ou dans une boutique en dur. Parce qu'à ce prix-là, les gens déjà généralement veulent essayer, veulent se rendre sur place, veulent voir les bijoux, veulent voir dans quel environnement c'est fait. Et ils ont quand même une attention portée aux détails et à la personne qui va leur vendre un produit qui va coûter peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu vois. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que ça peut être un peu choquant de se dire que déjà vendre des habits ou des sacs à 2000 balles, c'est beaucoup, c'est une réalité. Mais dans le monde de la joaillerie, 2000 euros, c'est le bas, le bas des tarifs pour du joaillerie en fait. À 2000 euros, t'as pas grand chose en fait. Donc c'est, en tout cas de ce que je vois par rapport aux choses que moi j'aime ou que je considère comme étant joaillerie ou haute joaillerie, tu vois. Donc en fait, il y a vraiment un positionnement à faire où il faut avoir une direction artistique finalement qui est hyper choisie, hyper réfléchie et avoir fait un bon business plan en amont pour savoir quel va être c'est quoi ton client type en fait. Parce que tu peux faire les trucs les plus chiadés du monde, si t'as personne à qui les vendre, finalement ça sert à rien. Donc l'idée de la promo est d'autant plus primordiale. L'idée d'avoir un endroit en dur où tu peux présenter tes créations, pour moi c'est indispensable quand c'est vraiment des produits hyper onéreux. Et puis évidemment se créer un réseau, ce qui est le plus compliqué, mais ce qui permet de pouvoir être vraiment le plus pérenne dans le temps, c'est se créer un réseau, aller aux foires aux diamants, commencer à rencontrer des gens du milieu, potentiellement d'essayer de commencer à un petit peu étendre son réseau aux gens qui travaillent dans la mode, l'édition, les photographes, les magazines, y aller au culot, essayer de montrer des choses dans des showrooms un petit peu luxe et se tisser au bouche à oreille ou à travers les contacts une crédibilité et une légitimité, parce que ce que les gens vont payer à des prix pareils, c'est quand même une forme déjà de réputation et de crédibilité dans le métier, dans l'espace et le monde de la joaillerie, qui est pas un si grand monde que ça, mais qui reste quand même un monde où il y a du monde. Donc un univers, je vais dire, où il y a du monde. Donc c'est une superbe aventure. Je pense que il y a aussi une part de mystère, de désirabilité, comme je le disais, qui donne envie. Évidemment, ça fait rêver. Et pourtant, il ne devrait pas y avoir de jugement de valeur entre l'artisan qui fait ses bijoux en bronze ou en laiton ou même en plaqué or et ceux qui font du 18 carats ou du 24 carats. Mais en fait, ce que tu vends avec le haut de gamme, c'est ce côté luxe, justement, ce côté rêve, ce côté sky is the limit, avec peut-être que tu aurais aussi des clients qui auraient la possibilité et les fonds de faire des bijoux de malade et tu pourrais faire des créations incroyables. Ça ouvre d'autres portes que pas tous les créateurs veulent ouvrir, que pas tous les artisans veulent ouvrir finalement. Mais il y a dans l'idée, moi, du luxe, il y a la convoitise vient du fait qu'on est censé avoir des matériaux incroyables et des bijoux vraiment qui font rêver, quoi. Il y a la magie autour de ça.
En tout cas, dans la joaillerie, moi, c'est comme ça que je perçois la chose. Et pour moi, j'en ai déjà parlé dans mes créateurs favoris. J'avais fait des vidéos que tu peux retrouver sur la chaîne. Donc je parle de mes favoris. Il y en a un, et à chaque fois j'écorche son nom et j'ai pas mon téléphone pour vérifier. Je crois que c'est Colin. Spin Kilconelli, un truc comme ça. Tu peux regarder, hein, c'est hyper connu. Ils sont basés à Los Angeles. C'est deux personnes qui sont associées pour créer cette marque. Et pour moi, c'est le dream, quoi. C'est le truc où ils ont réussi à tout mettre en place. Un univers. À la base, un monoproduit, une bague, en fait, ce sont des bagues qu'on peut mettre à plusieurs doigts avec des diamants. Après, tu peux choisir. Et pour moi, tu vois, et là, je me positionne en tant que cliente. Alors moi, je suis très loin de pouvoir lâcher 10 000 ou 15 000 euros dans un bijou, on va être clair. Mais comme j'aime les bijoux et que je suis le genre de personne, moi, où même si je suis fauchée, que j'ai pas un rond, j'irai tester dans les magasins de riches les crèmes à 400 balles. Je m'en fous en fait. Même si j'ai pas la gueule, la gueule de l'emploi, on va dire, ou la gueule de la cliente qui va dans ce genre d'endroit. Moi, je pense que j'ai été dans une autre vie, une vieille milliardaire qui habitait à Las Vegas, hein. Et du coup, je me dis souvent ça parce que je me vois un peu comme dans la série Une nounou d'enfer, pour celles et ceux qui verront la ref. Je suis un peu Tata Yetta. C'est vraiment la petite vieille qui s'assume, qui est là avec ses gros cailloux à tous les doigts et qui aime être cool même si elle a 90 ans. Et en fait, j'ai pas cette limite. Je sais qu'il y a des gens par exemple qui n'iront peut-être jamais pousser la porte d'un joaillier très 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 connu ou très haut de gamme parce que justement ils disent c'est pas notre milieu, c'est pas pour nous. Moi je me dis on s'en fout. Pour avoir été dans la vente, de toute façon ils ont à vous traiter, les vendeurs vous traiteront s'ils sont professionnels comme ils doivent traiter tous les clients, que vous ayez une apparence luxueuse ou pas. Et normalement, si tu es professionnel dans le job, tu traites tout le monde pareil. Donc, il faut pas se mettre des limites. Et je pense même que si tu veux te lancer dans une gamme haute joaillerie et que tu pars pas d'un milieu qui est déjà favorisé ou aisé, il faut que tu ailles un petit peu tâter le terrain dans ce qui se fait déjà. Donc moi étant bijoutière et n'ayant pas cette espèce de frein de classe sociale de se dire ah c'est pas pour moi je m'en fous, j'y vais et j'y vais comme je suis en fait. Et du coup j'ai les fameuses bagues là que moi j'adore, je suis allée en essayer un modèle quand même à 15 000 balles donc c'est pas rien. Et j'ai adoré pourquoi? Parce que j'y suis allée, que j'ai vu les bijoux, j'ai pu les toucher, j'ai pu les essayer, j'ai pu me projeter avec ça en me disant waouh c'est magnifique, admirer le travail, me faire plaisir l'histoire d'une après-midi en allant essayer des bagues super chères qui me plaisaient, tu vois. Et je pense que c'est important dans le luxe cette notion de plaisir et que les gens puissent voir les bijoux. C'est hyper important, notamment les clients qui vont aller au coup de cœur et qui vont acheter au coup de cœur en fait, tu vois. Donc faut pas se mettre de limites, faut pas se mettre de barrières. Il faut voir ce qui se fait, il faut voir comment les autres font. Il faut oser démarcher, faire des choses. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que parfois ça peut paraître un peu bizarre et tu dois te dire ouais mais attends, enfin voilà, je peux pas démarcher les gens comme ça. Bah, en fait si à un moment donné il faut être un peu culotté. Je pense que c'est une très bonne approche en fait, pour pouvoir se démarquer, il faut y aller au culot, il faut augmenter son estime de soi, il faut croire en son projet. Et je sais combien c'est dur, mais c'est important de porter, d'incarner ce que tu vas vouloir faire et créer en fait. Et pour revenir à Spin Connelly que j'adore, ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils ont tout compris pour moi. Il y a le narratif et le storytelling est autour du bijou et de l'objet plutôt que de créer une histoire de toute pièce complètement débile. Il y a plein de marques qui injectent des centaines de milliers d'euros ou de millions d'euros par an pour nous faire des pubs de merde. Mais en fait, on s'en fout. Ce qui parle, c'est l'objet et c'est comment la personne peut se voir avec cet objet et comment elle se sent en fait. Et qu'est-ce que ça lui apporte de se dire, punaise, j'ai ce beau bijou et en fait, c'est un cadeau que je me suis fait, ça veut dire quelque chose pour moi. Le bijou, c'est parmi les trucs, j'ai l'impression, où c'est le plus, où l'émotionnel est le plus fort. On pourrait penser que ça peut être les fringues ou des trucs comme ça, mais le bijou, pour avoir malheureusement été aussi notamment dans la boutique un peu ésotérique qui vendait aussi des pierres semi-précieuses et tout, on voyait des gens qui arrivaient vraiment, mais
au bout de leur life et qui venaient généralement pour symboliquement purifier la maison des mauvaises énergies après des cambriolages. Donc on leur donnait par exemple voilà de la sauge, je sais pas si vous voyez les bâtonnets de sauge amérindiens, tu mets de la sauge dans ta maison, tu purifies les énergies après un truc difficile. Et je peux vous dire que ceux qui se faisaient cambrioler quand ça arrivait, le plus douloureux pour eux, c'était qu'on ait volé les bijoux. Et je pense vraiment parce que les bijoux, c'est un truc soit qu'on te lègue et qui a déjà une histoire et qui du coup est chargé d'histoire, soit quelque chose dont tu crées l'histoire et qui est très important pour toi. Je pense que les bijoux, c'est le truc où la valeur sentimentale est la plus haute en fait. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il faut viser l'émotion. C'est la base du marketing, toucher l'émotion, faire vibrer la corde d'émotion chez les gens. Et après, il y a aussi l'aspect statut social. Moi, je trouve pas que c'est intéressant de focaliser là-dessus, mais c'est aussi une façon, j'ai envie de te dire, Louis Vuitton, ils ont un peu basé leur truc là-dessus. C'est donner envie d'un certain luxe aux gens qui peuvent pas forcément se l'offrir, tu vois. Parce qu'en vrai, les vrais gens vraiment très riches, ils mettent pas du Louis Vuitton, tu vois. C'est voilà, après, il y a plein de choses à prendre en compte, la désirabilité, l'aspect émotionnel, le côté symbolique du bijou. Et moi, ce que j'aime chez Spin Kill Colin, c'est la beauté de l'objet, le fait que tout le marketing soit fait autour de l'objet, autour de qui crée les bijoux, autour de l'équipe qui gère la marque, le fait qu'il soit basé à Los Angeles et qu'après, ils aient quelques showrooms un peu partout dans le monde. Et que tout soit axé sur le produit, sur l'objet. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de baratiner, d'en rajouter des couches et des couches, parce que le truc marche, le truc en soi est beau. En tout cas, je trouve que c'est beau, que le design est super bien pensé, qu'ils ont vraiment une approche qui est cohérente, je trouve. Donc j'ai envie de te dire que le maître mot peut-être à tirer de ça, si tu veux lancer une marque, quelle que soit, ou joaillerie ou pas joaillerie, il faut que ça soit cohérent. Il doit y avoir quelque chose de... Il faut que ça soit cohérent et vivant. Et je pense que c'est le seul conseil que je peux donner parce que j'en vois pas d'autres en fait. Donc j'espère que ça pourra servir à des gens, que n'hésitez pas à me faire part de vos retours s'il y a des bijoutiers déjà installés qui sont dans le secteur, qui veulent commenter. Ouais, je pense que j'ai tout dit pour le coup et j'espère que ça pourra servir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est encore plus facile pour moi de ne pas avoir à choisir les sujets mais que vous me les apportiez. Comme ça, je peux traiter les sujets qui m'intéressent et que je trouve pertinents pour les autres. Et puis, bah écoute, je te dis à très vite, sûrement à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Surtout que là, j'ai refait complètement... Alors, la petite promo iHerb depuis 22 minutes. Oui, je commande sur iHerb des petites choses. Notamment là j'ai envie de commander des produits de peau coréens, donc rien à voir, j'en parlerai peut-être dans les favoris du mois si c'est concluant. Mais là j'ai refait en fait, je suis en train de refaire tout mon établi parce que maintenant voilà j'ai à peu près ciblé c'est quoi mes besoins. Et du coup, moi, je sais que je veux plutôt partir sur les bijoux en cire, comme je le disais. J'aurai l'occasion d'en reparler, je pense. Du coup, j'ai un petit peu tout organisé pour que ça soit opérationnel et que ça soit facile à utiliser pour moi. Donc, je reviendrai sûrement avec le retour de mon établi. Et puis là, je vais envoyer à la fonderie mes bijoux bientôt. Donc, je reviendrai avec ça. Et j'aurai l'occasion de te partager la suite des aventures tranquillement. Et sur ce, je te dis à très vite. Et c'est vrai que je me rends compte que j'ai souhaité la bonne année dans la précédente vidéo. Mais encore une fois, bonne année en retard. Ou voilà. Si tu arrives ici, on commence, on est mi-janvier, mais on va dire que c'est le début de l'année quand même, donc j'espère que ça va bien pour toi, que ça pourra te donner des bonnes bases pour peut-être commencer ton année si tu veux lancer ta marque, et je te dis à très vite.